Donc, on avait donné une conférence au mois de mars sur le sujet, juste avant la mise en place de cet audit énergétique réglementaire. On vous avait dit qu'on vous donnerait des nouvelles dans l'année sur nos avancements. Euh, on avait prévu que ce soit en septembre. Là, il se trouve que, il y a eu pas mal d'actualités en septembre, notamment la parution d'un arrêté dont on va vous parler. Donc, c'est ce qui a fait que on a pris un petit peu plus de temps et on va rentrer dans le détail maintenant ensemble. Alors, ça va être c'est d'habitude assez dense, mais là, ça va être très dense pour essayer de faire tenir l'essentiel du sujet en 1 heure. Donc, s'il vous plaît, voilà, essayez de vous mettre dans les meilleures dispositions possibles. Nous, on va essayer de ne pas parler trop vite. Ce qu'on va faire, puisqu'on est donc très nombreux, c'est qu'a priori, nous, on répondra pas aux questions et aux échanges qui sont dans le chat. Ça, c'est vraiment pour entre vous réagir. Et si vous avez des questions à nous poser, vous utilisez donc la fonctionnalité question-réponse avec, si possible, une question autoportante, parce qu'on va pas forcément la voir au moment, enfin en réaction avec ce qu'on vient de dire dans la minute d'avant. Donc vous pouvez donc poser vos questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions, sachant que vu le nombre qu'on est, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, c'est sûr. Donc si à la fin de cette conférence, vous n'avez pas réponse à toutes vos questions, vous pourrez évidemment, comme d'habitude, toujours nous solliciter, en l'occurrence via l'adresse mail caprenov@spiaproduction.fr, qui est on va dire, le meilleur canal d'entrée. Il y en a d'autres. Il y a le chat aussi sur notre site. Il y a d'autres canaux, mais en tout cas, par l'adresse mail, ça marche bien. Et puis, après la conférence, vous aurez accès à l'enregistrement de cette vidéo. Donc, c'est public sur YouTube. En général, vous recevez un mail. Et si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous êtes aussi notifié. En ce qui concerne le support, en général, on ne le diffuse pas. En général, le PowerPoint, on ne le diffuse pas. On verra. Peut-être qu'on le mettra dans un article dédié sur notre site internet. Mais à partir du principe que vous pourrez revoir en tout cas la conférence après, tranquillement au calme. Alors, au niveau de l'ordre du jour, donc nous serons 2 animateurs. Donc moi, Florent Buffin. D'ailleurs, je crois que c'est marqué Pia Production. Je ne sais pas si je peux renommer. Voilà. Florent, je me renomme. Ah mince, je crois que j'ai fait une bêtise. Hop, comme ça, vous pourrez voir mon nom. Tac, voilà. Et Alexina. Donc on sera tous les Bonjour à deux tous. à animer cette session avec un retour d'expérience, en tout cas de ce que l'on en sait aujourd'hui sur cet audit réglementaire. Ensuite, donc ça c'est moi qui m'en occuperai. Ensuite, pareil, c'est moi qui continuerai sur les développements en cours, où est-ce qu'on en est et quel est notre planning, comment est-ce qu'on voit un petit peu les choses. Donc là, on parle vraiment de l'audit réglementaire. Ensuite, Alexina va intervenir sur ce à quoi on peut s'attendre pour l'année prochaine, avec notamment le décret de septembre qui vient de paraître. Donc là, on va parler convergence entre audit incitatif et audit réglementaire. Et ensuite, je terminerai par une synthèse, finalement, à la fois de cette trajectoire qu'on a sur l'audit réglementaire et de ces modifications réglementaires, enfin, législatives importantes autour des audits. Donc, c'est parti. Alors, un petit sondage d'accueil. Ça, c'est la tradition pour nous. Hop là, je lance le sondage pour savoir un petit peu qui est dans la salle, puisqu'on est quasiment 500 là. Donc, normalement, vous devez avoir un petit sondage qui vient d'apparaître, qui vous demande un petit peu qui êtes-vous, enfin, en tout cas, à quelle catégorie d'utilisateurs vous appartenez, et aujourd'hui, quel type d'audit est-ce que vous faites? Sachant que c'est des réponses à choix multiples, hein, vous pouvez cocher les deux, si vous faites et incitatif et réglementaire. Et comme ça, on aura un petit peu une idée. Super, vous êtes très nombreux à répondre. Bientôt 400 répondants, c'est génial. Hop là, super. Encore une petite minute pour répondre. Vous êtes un peu plus de la moitié. Ah non, carrément plus que la moitié, puisque vous êtes plus de 400 à avoir répondu. Hop là,
Ça fait 1 minute, on peut dire que c'est bon. Il y a encore quelques répondants. Allez, je laisse encore 10 secondes pour répondre. Comme ça, vu que c'est un format où on est chacun devant notre ordinateur, c'est quand même sympa de savoir un petit peu qui participe. Allez, je mets fin au sondage. Je partage les résultats, comme ça, je crois que vous les voyez. Et je vais les donner rapidement à l'oral parce qu'au replay, ça ne se voit pas. Donc, on a une grande majorité, 40, quasiment la moitié des personnes qui êtes architectes ou bureaux d'études. Et ensuite, dans les grandes catégories, on va retrouver des entreprises du bâtiment et des services publics. On a aussi parmi nous quelques diagnostiqueurs. Donc, bah, écoutez, bienvenue à tous. Et on a une grande partie de ce public que vous constituez qui, donc 77%, qui réalisait des audits incitatifs et vous êtes 35% à réaliser des audits réglementaires. Donc, on va dire que vous êtes assez représentatif on va dire des publics qu'on a l'habitude de voir quand on échange avec notre communauté. Donc, voilà. Alors, retour d'expérience sur l'audit énergétique réglementaire. Je vais aller assez vite sur cette partie. J'espère que ce ne sera pas trop vite pour tout le monde. Cet audit réglementaire, il est donc mis en place le 1er avril 2023, avec l'obligation de réalisation de cet audit dans le cas d'une vente d'une passoire énergétique, donc d'un bien, d'un logement classé F ou G, selon le nouveau DPE. Il y avait un flou à un moment donné de savoir est-ce que les anciens DPE pouvaient déclencher ou non un audit réglementaire. C'est bien selon des audits basés sur la méthode de calcul 3CL 2021 qui déclenche cette obligation. Cet audit, rapidement, il a un format donc qui est standardisé et il est obligatoire lors de la mise en vente donc d'une passoire en monopropriété. Il est commandé par le vendeur et établi par un auditeur qualifié, que ce soit un bureau d'études, un architecte, des personnes, enfin des entreprises qualifiées au PQI-BI ou Calibat RGE Études. Et ce qui est nouveau, c'est que les diagnostiqueurs immobiliers peuvent aussi réaliser ce genre de documents et de prestations qui, aujourd'hui, les diagnostiqueurs, bah, typiquement, là, vous êtes 10% parmi le public. C'est vrai que c'est, on va dire, pour nous, une nouvelle catégorie d'utilisateurs qui, en tout cas, qu'on a de plus en plus souvent en échange, que ce soit par téléphone, etc. Et les calculs, ils sont réalisés avec une approche conventionnelle, une méthode qui est standardisée pour les calculs, avec le moteur 3CL, donc qui est uniquement conventionnel, le contenu du rapport, la trame du rapport et des données transmises à l'observatoire. On y viendra un petit peu après. Donc ça, a priori, vous êtes nombreux à être au courant de tout ça, mais je fais un petit rappel quand même. Cet audit, il doit obligatoirement contenir un scénario qui permet de passer, donc là en l'occurrence d'une passoire, puisqu'on parle d'un audit qui est obligatoire en cas de passoire, à une classe A ou B en une seule fois. Donc un scénario qui permet de passer, j'allais dire, du pire au meilleur, et un scénario en plusieurs étapes permettant de montrer quel pourrait être le chemin d'étapes successives, si possible, donc qui soit compatible BBC, niveau BBC au final, c'est-à-dire que on traite qu'une partie des postes, mais à un niveau permettant au final de s'assurer que une classe B est atteignable. Il y a des dérogations, etc. Je vais pas passer trop de temps sur le contenu de cet audit réglementaire, car je pars dans le principe que vous le connaissez quand même assez bien. Alors, au niveau des constats, euh, les diagnostiqueurs, ça va pas forcément les choquer, mais pour nous, acteurs qui venons plutôt du bâtiment, un des premiers points on a eu quelques échanges avec des auditeurs qui font des audits énergétiques réglementaires, et puis aussi il y avait un webinaire la semaine dernière avec des diagnostiqueurs et des assureurs, etc. Et c'est vrai qu'on se dit, mais qui demande, en fait, c'est qui celui qui va solliciter concrètement la réalisation de cet audit? Eh bien,
Quand on est dans l'audit incitatif, on ne se pose pas de questions, hein, c'est celui qui habite le logement. Mais là, celui qui va donner en fait l'impulsion, c'est l'agence immobilière ou le notaire. C'est eux qui ont besoin à un moment donné de dire au fait, toc toc, là c'est obligatoire, monsieur le vendeur, vous devez nous fournir ce document. Et ces agences immobilières ou les notaires, ils ont l'habitude de travailler avec des diagnostiqueurs pour des prestations en général plus courtes, donc du type DPE. Et donc là, il y a un petit changement qui s'est instauré en retour d'expérience, c'est que c'est un temps de réalisation qui est plus long qu'un DPE. Ça peut prendre plusieurs jours, hein, la réalisation entre le déplacement, la production du rapport, etc. Et donc, ces nouveaux acteurs, pour nous en tout cas, agences immobilières et notaires, bah, doivent aussi intégrer l'aspect durée, surtout que ceux qui produisent cette prestation, surtout quand c'est des diagnostiqueurs, quand c'est leurs premiers audits, ça leur prend aussi du temps. On a eu des retours d'expérience où des fois, il y a plusieurs diagnostiqueurs de la même entreprise, ils y allaient à deux pour être bien sûrs de s'assurer qu'ils n'allaient pas se tromper, etc. Donc il y a des pratiques un peu comme ça en termes de retour d'expérience sur le temps de réalisation. Ensuite, euh, pour le monde des diagnostiqueurs, alors là aussi, c'est parce que les retours d'expérience, ils nous sont venus de là. Euh, c'est des choses qui sont relativement classiques du côté des auditeurs, en tout cas des auditeurs un peu expérimentés, mais qui représentent des compétences complexes à mettre en œuvre, au-delà de la partie purement formation et d'attestation d'avoir le droit de le faire. Sur le terrain, il y a des problématiques sur notamment la partie pathologie, qui est quand même assez technique, la définition d'un plan de travaux qui soit réalisable, une petite faute avec le S là, mais réalisable, c'est-à-dire se dire, OK, concrètement, en théorie, de dire qu'il faut isoler, puis ventiler, puis changer le système de ventilation, de chauffage, c'est pas forcément hyper compliqué à comprendre, mais par contre, dans la théorie, quelque chose applicable au bâtiment, se renseigner si on est en zone ABF, le PLU, etc. Enfin, c'est quand même une certaine complexité où les diagnostiqueurs, ben, du coup, passent du temps pour essayer de faire bien au mieux. C'est un challenge pour eux. Et la partie chiffrage travaux est aussi un vrai sujet. Donc, c'est trois points qui sont remontés comme des points délicats, en tout cas, de ce qu'on a pu, nous, en, en voir. Évidemment, les constats que je vais continuer à vous faire, c'est ceux qu'on voit, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, et sachant qu'on ne fait pas d'audit encore réglementaire. Donc, si vous, en tant qu'acteur de terrain, vous avez des avis différents, des constats de terrain différents, etc., n'hésitez pas à nous les faire remonter, à nous dire aussi comment ça se passe chez vous, l'audit réglementaire. Euh, donc voilà, hein, c'est juste pour vous faire un petit retour de ce que nous, on voit. Ensuite, euh, il y a eu la mise en place donc, de l'observatoire DPE qui est devenu l'observatoire DPE Audit. Simplement aujourd'hui, donc ça fonctionne, hein. Il y a des dépôts avec tout le système qui pose question, hein, d'ailleurs, enfin qui pose question, qui dans certains cas pose un peu problème, notamment pour les architectes, pour se faire bien identifier par l'observatoire comme étant capable de déposer des dossiers et tout. Enfin, il y a eu quand même des mois un peu complexes pour que tout le système fonctionne bien, mais en tout cas, l'observatoire est en fonctionnement. Simplement, les données sont pas encore publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de notre connaissance, il n'y a eu aucun rapport public donnant, par exemple, une idée du volume d'audits réglementaires qui ont été produits. Je continue. Euh, Notre constat aussi auprès des acteurs avec qui on a échangé qui font de l'audit réglementaire, c'est que ces audits ils déclenchent quasiment pas de travaux ou pas de travaux du tout. Euh, Ils sont réalisés dans le cadre d'une obligation. Un vendeur a besoin de faire un audit, il le fait. Et après, toute la partie réception par l'acquéreur, on a encore assez peu d'informations de notre côté. Il faut aussi prendre en compte le fait que là, on parle de 6 mois, quoi, hein, 6 mois de mise en place. Quand on est dans une transaction, enfin, ça peut être aussi une histoire de temps. Alors, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de recul pour se dire est-ce que finalement ces audits, ils sont opposables, d'accord, pour peut être que informationnel, mais le but, ça reste, en tout cas à ma connaissance, de massifier la rénovation énergétique. Est-ce qu'on est
Est-ce que ça sert vraiment à ça? En tout cas, on se pose la question. La petite illustration rigolote de se dire qu'on est peut-être un peu en train de rater le sujet, mais bon, c'est qu'une intuition. On verra avec les rapports officiels. J'espère qu'ils sortiront dans les prochains mois. J'espère qu'on y verra un peu plus clair là-dessus. Au niveau de l'opposabilité, nos constats aussi, en tout cas du témoignage d'un assureur qu'on a vu la semaine dernière, c'est que aujourd'hui, il n'y avait pas de sinistralité ni de jurisprudence à ce propos, c'est-à-dire pas de procès en cours lié à des audits où il y aurait des soucis dedans. L'essentiel des litiges, on va dire, ont été plutôt gérés à l'amiable entre les différents acteurs, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de procès qui font date ou de choses qui viendraient compléter un flou dans les textes initiaux. En ce qui nous concerne, ce qu'on a vu, c'est que des utilisateurs Caprenov, dont je suppose vous faites partie, ou en tout cas une grande partie de l'Assemblée, ceux qui ont voulu faire de l'audit euh, réglementaire, ils ont opté pour un outil référencé en complément de Caprenov euh, pour pouvoir répondre à ce besoin où vous avez dit dès mars qu'on on serait pas prêt rapidement. On a régulièrement donc, beaucoup de questions auprès de l'assistance. Évidemment, quand est-ce qu'on sera prêt, comment ça va se passer, etc. De l'impatience de la part de tout le monde et de nous aussi, hein, c'est-à-dire vivement impatience dans le bon sens du terme aussi, vivement que ce soit possible pour que je puisse tout refaire dans Caprenov, etc. Enfin, de l'envie en tout cas, et puis de la compréhension aussi de pas mal des personnes qu'on a au téléphone à qui on explique ce qui se passe et qui comprennent que ça prend aussi un certain temps, etc., etc. Donc on essaye, et c'est aussi l'objet de ce webinaire, d'être les plus transparents que possible, j'allais dire, pour vous dire où est-ce qu'on en est et vous permettre de prendre des décisions éclairées dans un contexte qui bouge énormément. Ça va, Alexina? Ouais, c'est bon, je peux continuer, Tout à ça... fait, je t'en prie. Ok, super. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Où est-ce qu'on en est? On vous avait expliqué en mars notre volonté de pouvoir produire avec Caprenov un audit réglementaire, un audit énergétique réglementaire. Où est-ce qu'on en est? Alors, on avait un plan en 4 étapes qui est décrit dans un article, hein, qui est un plan assez basique, je le découvre assez vite là. C'est de se dire, notre premier prérequis, c'était d'utiliser la méthode 3C 2021. Le deuxième, c'est de couvrir tout le périmètre des cas tests. C'est-à-dire qu'il y a des cas, pour pouvoir être évalués comme logiciel pouvant faire ça, il faut qu'on couvre un certain périmètre qui est décrit à travers des cas tests. Il y en a une dizaine sur la maison individuelle, qui doivent être gérés par le moteur, d'accord, mais saisissables entièrement dans le logiciel. Donc là, il y a des points qui permettent de vérifier qu'on traite tout ce périmètre. C'est là le plus gros du sujet pour nous, puisqu'on vient d'un outil pour les artisans, pour le monde du bâtiment, relativement simplifié par rapport à ce que peut faire un outil de bureau d'études. Bah, il y a des choses qui n'existent pas dans le Caprenov, et même si on a le moteur, voilà. Donc c'est là l'essentiel du sujet. Ensuite, on a développé les fonctionnalités propres à l'audit. Qu'est-ce que j'appelle les fonctionnalités propres à l'audit? Bah, c'est typiquement gérer le scénario par étape, le PDF normé comme tout le monde, le XML qui est envoyé à l'observatoire audit, etc. Donc ça, c'est ce qui permet juste simplement de rentrer l'équivalent d'un audit dans l'application. Et tout ça doit se sanctionner au final par une validation qui est portée par le CSTB, même si derrière c'est plutôt Tribu Énergie qui évalue la partie résultat. Mais lors de cette évaluation, par rapport au périmètre des cas tests et des autotests, donc il y a des cas qui nous ont fournis, on connaît les données d'entrée et les données qu'on est censé obtenir, et puis il y a des cas où on nous donne juste les données d'entrée. Et dans tous les cas, le CSTB va vérifier qu'on est à moins de 1%. Donc au final, tous les logiciels qui sont validés, si vous rentrez les mêmes caractéristiques dans ces logiciels validés, vous êtes censé obtenir moins de 1% d'écart. En tout cas, c'est ce qui est vérifié sur un certain nombre de cas types. Alors, où est-ce qu'on en est dans ce plan?
Alors, sur la méthode 3CL 2021, c'est pas vraiment un scoop. On utilise cette méthode depuis l'année dernière, donc sur un périmètre qui n'est pas l'intégralité de la méthode, mais en tout cas, on a tous les calculs de Caprenov sur la partie conventionnelle qui sont basés sur cette méthode de calcul. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on présente des étiquettes sous une forme, on va dire, similaire, même si, je le répète, Caprenov n'est pas un logiciel de DPE. Au niveau de couvrir le périmètre des cas-tests. Alors, j'ai fait deux jauges parce qu'il y a une partie sur ce qu'on appelle la conception, c'est s'assurer que on a dessiné, grosso modo, prévu comment ça allait se passer dans Caprenov. Là, on est quasiment au bout. Il nous reste encore des bouts à traiter, mais l'essentiel de la conception aujourd'hui des fonctionnalités qui nous manquent, je vais zoomer dessus juste après, hein, vous inquiétez pas. On est vraiment très avancé. Et au niveau du développement, on va dire qu'on a fait à peu près une moitié. C'est difficile à quantifier, mais on a fait à peu près la moitié du chemin. Donc, de purement, une fois qu'on a fait le plan, l'exécuter, le vérifier, s'assurer que ça fonctionne bien, etc., etc. Donc, on a quand même bien avancé. Pas complètement aussi bien qu'on l'aurait voulu quand on vous a parlé au mois de mars, mais c'est bien engagé. Au niveau des fonctionnalités propres à l'audit, là, on a fait, j'allais dire, à peu près aussi une moitié du sujet, sachant que ce pas des fonctionnalités qui sont forcément très complexes en termes de moteur de calcul, etc. C'est plus des éléments de parcours d'utilisateur pour lesquels il est très probable d'ailleurs qu'on vous sollicite, vous, auditeurs qui faites de l'audit énergétique réglementaire, pour vous, on va certainement faire un petit groupe de travail pour faire valider ce qu'on a en tête sur comment est-ce que dans Caprenov, on permettra de gérer telle ou telle partie, notamment ce qui nous donne un peu du fil à retordre, c'est la génération du XML et la génération du PDF suite à la validation du XML. Voilà. Et au niveau du développement, là, on en est au début. C'était pas un développement aussi lourd que les cas-tests, mais puisque, comme je le disais, c'est principalement l'interface, donc ce sera forcément plus rapide que toute cette partie qui est très fonctionnelle métier. Mais là, on en est, on va dire, à la partie préparation technique pour regarder comment est-ce qu'on va pouvoir faire au mieux pour pouvoir dérouler après sans avoir trop d'aléas. Et au niveau de la validation du CSTB, ben, du coup, elle est pas lançable tant qu'on n'a pas fini les cas tests. Donc, il y a pas, j'allais dire, de scoop là-dessus, si ce n'est que ben, on s'est signalé administrativement, on a lancé le processus auprès du CSTB, voilà, tout est en ordre pour pouvoir commencer. L'idée étant de ne pas perdre du temps une fois qu'on a fini les cas tests et tout, de perdre le temps administratif. Donc, on a un peu anticipé. Donc voilà un petit peu ce que ça donne en termes d'avancement sur ce grand plan nous permettant de faire de l'audit énergétique réglementaire. On va rentrer dans la partie périmètre des cas tests, c'est là où on en est. Comment est-ce qu'on couvre tout ce qui nous est demandé. Alors, on a fonctionné en différentes versions. La première version, c'était, je pense que vous avez été nombreux à le voir, ce qu'on appelle nous le multimenuiserie, qui d'ailleurs a été associé à une fiche technique aussi de résumé du logement. C'était un gros morceau. De permettre de gérer individuellement et de rénover individuellement chaque menuiserie. On l'avait prévu plutôt pour le début de l'été, on l'a sorti en août. Bon, euh, enfin même un petit peu avant, je crois on a même prévu au début que ce soit au printemps. Mais aujourd'hui, on est sur la phase, on va dire, un peu de consolidation. Il y a quelques petits éléments qui posent souci, mais l'essentiel est vraiment derrière nous. Ça permet effectivement de gérer de manière beaucoup plus avancée les menuiseries. Si vous avez aussi des questions par rapport à ça, vous pourrez nous les adresser. En tout cas, c'est un énorme pas qui a été franchi avec cette version. Ensuite, là, on est en train de travailler sur deux autres fonctionnalités qu'on devait gérer pour gérer les cas tests,
et qui ne sont actuellement pas gérés dans Caprénov, c'est la gestion du photovoltaïque dans une version, j'allais dire simple 3CL, donc pas dans une version hyper avancée comme on pourrait l'imaginer plus tard, mais déjà assez basique de pouvoir gérer la mise en place du photovoltaïque ou la présence d'une centrale existante. Et puis les mitoyennetés sur les vérandas non chauffées. Donc là-dessus, on a attaqué les développements, on va dire, à partir du milieu de l'été, et on est sur les phases de test là. Donc ça devrait sortir au courant de ce mois-ci. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui est plus, j'allais dire, des plus petits morceaux que ce qu'a été Multimenuiserie. Et donc ça se passe de manière plutôt fluide, même si on aurait voulu être après un petit peu avant, mais là, on est sur cette phase finale. Ensuite, on a tout un lot qui va toucher à l'enveloppe au niveau des parois, murs, sol, comble. Il y a des règles dans la 3CL de saisie. Donc nous, le moteur de calcul est OK, mais la manière de saisir pour saisir les catests ne convient pas exactement à ce qui est donné dans la 3CL. Notamment, il faut pouvoir, si je dis pas de bêtises, Alexina, saisir directement la résistance thermique dans certains cas. Mmh. Des isolants, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, il y a des petits sujets sur l'étanchéité à l'air, liés aussi à la méthode, et la saisie des ponts thermiques qui doit pouvoir se faire en linéaire de pont thermique par pont thermique, etc. Donc nous, des choses qui sont habituellement, j'allais dire, cachées dans Caprénov, qu'on va devoir rendre à la main possible des utilisateurs les plus avancés. Donc là-dessus, on a attaqué, puisqu'on a une bonne partie de la conception. Les développements ne sont pas faits, on vise plutôt une disponibilité de cette partie plutôt fin d'année. Et le dernier point, il touche plutôt au système. Donc les générateurs hybrides, avec toute la boucle de calcul qui, pour le coup, n'est pas gérée aujourd'hui et qui va être implémentée, et quelques compléments sur l'eau chaude, sur la gestion de pièces continues, de choses de cette nature. Et là, on ne sait pas encore trop, puisque c'est la partie la plus lointaine. La date, là, elle est aux alentours de février, mais on pourra le préciser quand on aura, selon comment est-ce qu'on aura avancé déjà sur les versions précédentes. Au final, au niveau des spécificités sur l'audit, on va gérer, donc ça c'est l'autre partie, qu'est-ce qu'on va devoir gérer? Les scénarios par étapes, ça on a quand même pas mal avancé dessus, je vais pouvoir vous montrer des maquettes. L'édition d'un fichier XML standardisé, alors là c'est un peu plus compliqué parce que les normes sont en train de bouger, on en parlera tout à l'heure, et la connexion à l'observatoire ADEME, mais là aussi on a pas mal engagé de travail pour ne pas attendre. Le but, c'est de pas attendre d'avoir fait toute la partie fonctionnelle pour attaquer ces parties spécificités à l'audit. Et la génération du rapport PDF, on a aussi fait tout un tas j'allais dire, d'approches techniques préalables pour s'assurer qu'on pourra le générer dans de bonnes conditions, sans que ce soit trop long, trop lourd, etc. Il y a la question de est-ce qu'on l'a fait en ligne ou en local, etc. Donc ça, c'est en train de bien avancer. Au final, euh, j'ai l'impression, Alexina, qu'il me manque un élément. Bon, bon, je reviendrai après, c'est peut-être une inversion dans les slides. Ça, c'est des petits aperçus de ce de à quoi ça va ressembler notre parcours audit. Donc, il y aura déjà, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y aura une approche pour faire de la simulation comme aujourd'hui, euh, simulation libre, et une approche audit. Donc, dans la simulation libre, on gardera les 3 scénarios, etc. Dans l'approche audit, on se cale bien sur une rénovation en une fois et une rénovation par étape. Donc, ça va ressembler à ça, avec toute une partie pour justifier des éventuelles dérogations. Et à l'intérieur d'un scénario par étape, en fait, vous allez constituer le scénario qui permet d'atteindre l'étape finale. Et en fait, chaque action, vous pourrez l'attribuer. Bon, le graphisme ne sera peut-être pas forcément ça, mais en tout cas, vous pourrez l'attribuer à une étape 1
qui permettra, qui devra atteindre au moins la classe E. Et une étape 2 qui va devenir optionnelle d'ailleurs. Donc ça va apparaître dans les textes prochainement. Mais aujourd'hui, on est obligé de passer par une étape qui permet d'atteindre la classe C et ça va bouger. Donc on a déjà prévu le fait que cette deuxième étape de travaux intermédiaires, elle soit optionnelle. Là, je vous montre quelques exemples de, d'autres points qui sont spécifiques à l'audit. Ici, ça va être toute la partie sourcing des informations. C'est-à-dire que pour être conforme, l'audit, chaque donnée saisie dans le logement, vous devez dire si c'est observé, mesuré, si ça a été déduit, si ça vient d'une base de données, si ça vient de... Voilà, il y a différents éléments. La connexion, l'utilisation de la base des adresses nationales, ça permet de géocoder un audit pour, quand il est posé dans l'observatoire, le rattacher à une adresse qui soit identifiable par, j'allais dire, dans des bases de données nationales. La gestion des travaux induits, qui fait partie aussi des choses qu'on va devoir gérer. Donc ça ressemblera, là c'est peut-être un peu petit sur vos écrans, mais une saisie des coûts directement TTC comme c'est demandé dans les rapports, etc. Et puis même la possibilité de gérer des justificatifs en pièces jointes s'il y a des rapports complémentaires qui permettent d'établir donc l'audit. Alors, tout ça, c'était cette slide que je cherchais. Ça nous donne aujourd'hui une date prévisionnelle pour l'AER qui est pas vraiment réaliste pour cette fin d'année. Quand on voit qu'on est déjà d'ailleurs mi-octobre avec l'estimation de tout ce qui a été fait, etc. Le plan, il est clair. On a pu quand même beaucoup chiffrer, beaucoup plus que ce qu'on était capable de vous dire évidemment au mois de mars. Aujourd'hui, c'est notre, j'allais dire, c'est ce qui nous semble réaliste de vous communiquer, avec les éléments à notre connaissance à ce jour. Parce que malheureusement, en fait, tout ça, ça bouge. Et Alexina va bientôt prendre la parole, elle va nous montrer à quel point ça bouge. Donc, beaucoup de modifications, d'ajustements dans cet audit. Donc, typiquement, là, on va avoir, il me semble, l'ajout du coefficient UBAT qui va apparaître. On a aussi bien la boucle de calcul que comment ça s'affiche sur le rapport qui doit bouger, etc. Donc, ça ne devrait pas changer la face du monde, ce genre de petites choses, mais il peut y en avoir ça, plus ça, plus ça, plus ça. En tout cas, c'est l'estimatif avec ce qu'on a à notre connaissance à date. Et avec aussi une équipe Caprenov qu'on a renforcée parce qu'on sait l'importance de ce sujet et d'autant plus avec ce que va vous dire Alessina juste après. Mais du coup, c'est très important que on puisse, j'allais dire, délivrer un audit de qualité avec un logiciel qui fonctionne bien. Et du coup, vu tout ce qu'il y a à faire, on a décidé à partir de l'été, hein, grosso modo, mais de renforcer encore l'équipe qu'on avait déjà renforcée en début d'année, mais donc avec quelques personnes en plus qu'on est aussi en train de former. Donc, c'est un peu toujours le paradoxe quand vous recrutez, c'est que ça ne vous fait pas gagner du temps tout de suite. Mais en tout cas, il y a du renfort qui est pris en compte pour tenir aussi cette date de fin mars. C'est ce qu'on connaît en tout cas aujourd'hui et qu'on actualisera progressivement aussi dans les prochains mois quand on aura avancé. Et donc oui, c'était fin mars 2024 et pas 2023, même, Ah si je mince, pense j'ai que écrit c'était un 2023. lapsus, Ah ça, c'est parce qu'il y a qu'on de parce l'impatience, qu'on hein, c'est ce aurait que je disais, aimé. hein. On aurait bien voulu que ce soit fin mars 2023. Pardon, bah, je corrigerai évidemment le support, oui, oui, c'est bien pour l'année prochaine. Donc oui, comme je l'ai indiqué Florent, je vais vous présenter, les modifications qui vont avoir lieu, enfin de ce qu'on en connaît des audits en 2024, et donc suite à la parution de l'arrêté de septembre 2000, du 21 septembre dernier, 2023. 2023 cette fois. Donc cet arrêté, il est venu modifier les exigences pour obtenir les aides MaPrimeRénov'. Donc il y a toute une partie de l'arrêté qui modifie les exigences de performance pour les aides aux travaux par geste. Donc ça, c'est très réduit et c'est voilà, c'est des pourcentages d'état ou de rendement
Et finalement, ça va dans une cohérence, un alignement entre les exigences des C2E et les exigences de MaPrimeRénov', donc c'est très bien. Et puis, il y a une deuxième partie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les exigences pour l'aide à l'audit énergétique, donc la fameuse subvention pour l'audit énergétique. Et donc, bah, quelles sont les exigences liées, intrinsèques à la réalisation de l'audit énergétique? Et donc, c'est effectivement, cet arrêté, il acte la disparition de l'audit incitatif tel qu'il existait aujourd'hui et tel qu'il était défini dans, cet arrêté MaPrimeRénov'. Donc on va le regarder un peu plus précisément. Donc jusqu'alors, on avait un audit incitatif, défini par MaPrimeRénov' qui était nécessaire pour les propriétaires occupants ou bailleurs qui souhaitaient avoir des aides à la rénovation performante, que ça soit, MaPrimeRénov', mais du coup il en découlait toutes les autres aides à la rénovation performante, en tout cas nationales. Heu on a depuis donc avril 2023 un audit énergétique réglementaire qui, lui, avait un cadre défini, obligatoire dans le cas de la vente d'une passoire énergétique. Donc, suite à un DPE, j'obtiens la classe F ou G, je dois faire un audit pour vendre le logement. Depuis cet été, même le printemps, on nous a annoncé la convergence des audits incitatifs et réglementaires. Et donc, on a eu cet arrêté qui vient rendre finalement l'audit énergétique unique, mais complètement issu de l'audit énergétique réglementaire, puisqu'il cite et il fait référence au texte qui définit l'audit énergétique réglementaire. Donc, l'audit énergétique réglementaire devient l'audit unique pour demander des aides à la rénovation énergétique ou vendre un logement passoire. Voilà. Et donc, c'est la fin, la disparition de l'audit incitatif tel qu'on le connaissait et qu'on le réalisait jusqu'alors. Voilà pour un petit point On précise le d'éclaircissement calendrier juste après, hein. pour ceux pour qui c'est encore flou. Donc, le contenu de l'audit en 2024, on aura, alors je vais résumer, hein, l'analyse du logement existant, donc l'état du logement existant avec les pathologies et les caractéristiques architecturales. On n'a plus le recueil du besoin des clients ou de niveau de confort ressenti des maîtres d'ouvrage, des occupants du logement. Sur la partie travaux, on passe, il y a une exigence d'avoir 2 scénarios de travaux, un en une fois qui atteignent la classe B et un en plusieurs étapes, avec une première étape qui doit atteindre à minima la classe E et une étape finale à minima la classe B. Ce que je décrivais tout à l'heure avec la disparition de la deuxième étape, optionnelle. Alors la deuxième étape qui était, l'atteinte de la classe C, mais qui était uniquement pour des passoires énergétiques à l'initiale. Là, on pourra faire un audit comme on le fait aujourd'hui pour des logements qui sont classés E, et qui, demandent des aides à la rénovation globale. Mmh. On a donc sur les scénarios de travaux qui seront donc chiffrés, donc il y a une obligation de chiffrer ces travaux et d'en déduire un impact théorique sur les factures puisque les factures réelles ne sont pas ni relevées, enfin pas relevées et donc pas connues dans le cadre d'un audit énergétique 2024, défini par l'arrêté. Et de la même façon, on aura simplement, aujourd'hui en tout cas, c'est ce qui est présenté, la mention des principales aides, donc, mais pas leur chiffrage par rapport aux ménages ou par rapport aux travaux précisément. Donc, on est face à un audit unique 2024 qui sera uniquement conventionnel, ne prenant plus en compte le ménage ou le maître d'ouvrage. OK. OK? Donc, le calendrier. Donc, l'audit réglementaire qui devient l'audit unique, et ça, c'est appliqué depuis le 1er octobre. Mais les audits incitatifs actuels qu'on connaît, on peut dire ancienne version, sont toujours réalisables. Aujourd'hui, vous pouvez toujours continuer à réaliser des audits incitatifs, que ce soit avec Apprenave ou avec d'autres outils, puisqu'il y a une dérogation jusque la prochaine date Hop pour là, les j'arrive. réaliser.
En fait, je suis en jusqu'au train de... 1er janvier 2024, où les audits incitatifs, donc ancienne version, que vous réalisez aujourd'hui, sont toujours acceptés pour MaPrimeRénov'. À partir du 1er janvier, l'audit unique, donc réglementaire, deviendra le seul audit MaPrimeRénov'. Les anciens audits incitatifs ne pourront plus être produits, ils ne seront plus recevables, les audits produits à partir du 1er janvier, mais ils pourront être quand même, enfin, sur des dossiers où il y a des audits qui ont été réalisés avant le 1er janvier, ils restent utilisables pour les demandes d'aide jusqu'au 1er juillet. 1er J'ai juillet mis 2024. dans le chat, Alexina, le texte de l'arrêté pour ceux qui voudraient s'aventurer dans ce texte sur Légifrance. Donc, pour résumer, on peut faire des audits incitatifs, qu'on appelle incitatifs avec recueil du besoin client, etc., jusqu'au 1er janvier. Et on peut utiliser des audits qu'on fait aujourd'hui jusqu'au 1er Pour juillet, déclencher fin les juin, aides, ouais, tout à fait. pour déclencher les aides. Voilà, pour le calendrier. Donc, parlons de ces aides. Les aides, donc on a MaPrimeRénov', qui donc comporte 4 types d'aides différentes: l'audit énergétique, le forfait rénovation globale, le bonus et les 2 bonus qui demandent un audit énergétique au sens de MaPrimeRénov'. On a les aides C2E et coup de pouce, donc la fameuse Bartage 164 pour la rénovation performante qui se base aussi sur un audit, l'éco-prêt qui exige aussi des résultats de performance, donc sur un audit. Et puis, on a des aides locales. Florence, si tu veux bien passer, hein. Pardon? Des aides locales qui, elles, jusqu'alors, sont soumises à un niveau BBC Réno, donc en THCEX, donc qui était déjà pas forcément réalisable avec des audits qui étaient en Basé méthode en de calcul 3CL. 3CL. Voilà, donc sur toutes ces aides-là, qui se basent sur un audit qui vient d'être redéfini, on sait aussi que ces aides-là, donc celles qui sont encadrées en jaune, vont évoluer très prochainement. On attend une modification, un nouvel arrêté encore qui va redéfinir le pilier performance, comme on l'appelle, hein, enfin, comme on l'a annoncé, MaPrimeRénov', l'ANA l'a annoncé, un pilier performance des aides à la rénovation globale pour MaPrimeRénov', avec une certaine, la fiche Barthéage 164 devrait être modifiée aussi. Il y a eu des projets qui sont annoncés de modification. Tout à fait. Et puis, sur le niveau BBC Réno, on attend aussi un arrêté dans les prochaines semaines qui viendra modifier la définition du niveau BBC Réno pour être calculable avec la méthode 3CL 2021. Donc, on est quand même dans une phase de modification et d'attente pour le 1er janvier. Donc, on revient sur l'audit énergétique. Donc, l'audit unique en 2024, il a 2 livrables. Le rapport PDF qui est livré au client et qui, lui, est issu d'une trame type. Il y a une trame, vous le connaissez déjà pour le DPE, pour les audits réglementaires. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore de trame spécifique pour l'audit énergétique dans le cadre d'une demande d'aide. Pour participer au comité de travail, il y a des idées pour peut-être mettre des badges, c'est dans le cadre incitatif, c'est dans le cadre d'une obligation de vente, mais pour l'instant, rien n'est tranché. On n'a pas de maquette de future d'adaptation de trame pour un audit qui serait incitatif, En puisque tout là, cas, l'audit énergétique réglementaire s'adresse à l'acquéreur et pas au maître d'ouvrage. pour l'instant, ce qui est prévu et qui n'est pas vraiment validé, c'est notamment que l'audit énergétique s'appelle audit énergétique tout court et le réglementaire disparaîtrait. Donc là, on est sur la phase des ateliers d'échange, on va dire ça comme ça, avec la DHUP, sur ce qui va bouger dans cette trame et qui, c'est comme ça, hein, mais qui n'a pas été défini avant l'arrêté. C'est-à-dire que l'arrêté dit ça va se passer comme ça, mais sur des bases qui sont encore pas complètement arrêtées. Voilà, donc pour l'instant, c'est la phase d'échange et après, il y aura la phase de conception d'une nouvelle trame qui soit adaptable et adaptée aux maîtres d'ouvrage qui occupent leur logement ou qui soient bailleurs et qui font des travaux de rénovation.
Tout ça pour le 1er janvier. Et puis donc, on a un deuxième livrable qui vous concerne moins, mais qui est le fichier XML, donc qui reprend toutes les données de l'audit pour pouvoir les déposer sur l'Observatoire, qu'elles soient analysables. Ça, c'est géré directement par le logiciel. Donc, c'est sur cette base de fichiers XML qui servira à terme à l'ANA et aux différents organismes qui délivrent les aides pour aller vérifier et trouver les données qui permettent de valider ou non une demande d'aide à la rénovation globale. Donc voilà, il Ok. a aussi de l'importance. Un rappel rapide de la portée de l'audit. Donc, ça permet de justifier des demandes d'aide à la rénovation globale. Ça, je pense que c'est clair. Ça a une validité de 5 ans, l'audit énergétique tel qu'il est, le nouvel audit énergétique 2024. Et gros point de changement par rapport à l'audit incitatif ancienne version, c'est que l'audit est désormais opposable sur les données et sur les préconisations. Donc, on n'est plus exactement dans le même cadre. Ok. Voilà. Et puis, un petit point pour finir sur qui pourra réaliser un audit énergétique en 2024. Donc, aujourd'hui, on parle des auditeurs qualifiés, donc que ce soit des bureaux d'études, les architectes qui ont été formés ou les entreprises qui ont reçu la qualification auditeur énergétique. Et on a donc aussi des nouveaux entrants dans l'audit, hein, on le sait, les diagnostiqueurs qui ont reçu une certification. Donc, qui pourront bien réaliser ce type d'audit. Donc, ils pourront réaliser les audits et ils le peuvent déjà depuis le 1er octobre, euh, puisque l'arrêté du 21 septembre est rentré en application pour la partie audit Immédiatement, ouais. énergétique au 1er octobre. Ok. Donc ça, c'est les textes aujourd'hui. Il y a un petit point d'accroche, on va dire, qui est l'arrivée de mon accompagnateur Rénov, qui peut être incarné par tout le monde, à condition d'être auditeur énergétique ou d'avoir certains statuts. Mais il a eu l'obligation de ne Ou de le pas être sous-traiter, hein, on est d'accord, hein, il peut le Alors, sous-traiter. tout à fait. Mon accompagnateur Rénov a dans ses missions euh, l'audit énergétique. Il doit, dans le cadre de l'accompagnement des ménages, leur présenter un audit énergétique qu'il réalise lui-même ou qu'il sous-traite. Donc, ça fait partie des missions qu'il peut sous-traiter. En tout cas, lui a l'obligation aussi de ne pas être en capacité d'exécuter des travaux. Donc, les entreprises qualifiées auditeurs aujourd'hui sont hors jeu. Florent, si tu veux mettre aussi dans le chat un petit lien sur une infographie sur l'accompagnateur Rénov, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pourrez retrouver un peu plus de questions et des liens utiles depuis cette infographie. C'est fait. Voilà. Et pour ceux qui regardent en replay, on va les mettre en commentaire de la vidéo YouTube. Ok. Alors, merci Alexina, tu nous as dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions, évidemment, et notamment des périmètres qu'on ne gère pas forcément nous, mais sur, par exemple, les copropriétés, etc. Donc, il y a effectivement des modifications aussi dans ces champs-là. Je vais tâcher de vous faire une synthèse. Il est 17h52. C'était un défi de faire tenir ça en 45 minutes. Je pense qu'on là aussi, on prend un peu plus de temps, mais c'est parce que ça en vaut la peine. Pour vous dire un petit peu comment est-ce qu'on peut faire la synthèse entre finalement une trajectoire d'audit réglementaire qui, pour nous, représentait un nouveau type de prestation, on va dire, avec un intérêt relatif puisque fait par des vendeurs, enfin pour des vendeurs, etc. Et cette fusion, enfin c'est même pas vraiment une convergence, hein, c'est plutôt finalement le remplacement, hein, la disparition de l'audit incitatif à quelques micro détails près. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça a comme impact? Comment est-ce qu'on voit les choses? Alors, déjà, on est assez d'accord que cette idée de faire converger les audits, qu'il n'y ait pas deux types d'audits, en plus, il y a des problématiques de vocabulaire parce que c'est pas vraiment la même histoire et leur même contenu, mais bon, le fait qu'il y ait deux types d'audits, c'était quand même problématique et que l'intention de faire converger pour faciliter le parcours des ménages, il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, aujourd'hui, on constate quand même un certain nombre de problèmes.
en tout cas, nous, de notre point de vue, on est très interrogatifs sur la direction que prend tout ça que prend cette convergence. Déjà, on a un problème sur le fond, c'est que l'approche, elle est strictement conventionnelle. Sur un moteur de calcul qui est, entre guillemets, «discutable», dans le sens où, il a été, fiabilisé en 2021 et cetera, mais, on est quand même, nombreux de la filière à identifier, des problèmes qui étaient déjà identifiés avant et on aimerait bien, donc c'est bien, tout le monde se base sur le même moteur, d'accord, très bien, mais il reste quand même, assez faible sur certains points. D'ailleurs, on en entend parler régulièrement dans la presse, là, on parle d'ajustements pour les petites surfaces, il y a la question du bâti ancien, enfin, il y a quand même, beaucoup de choses qui vont dépendre de ces audits et ça nous semble quand même un petit peu léger. Pas de prise en compte du projet du ménage. C'est quand même un changement important, nous qui travaillons sur ces sujets d'audit depuis, des années, avec pour but de faire de l'aide à la décision. Ça suppose que quand il y aura un audit énergétique réglementaire, qu'est-ce qu'est-ce qu'on fera en annexe, en complément ou pas pour prendre en compte, pour expliquer que, à un moment donné, c'est quand même fait pour, aider à des prises de décision. Donc c'est là, comment le secteur va réagir à tout ça, c'est un peu pour nous, un mystère. En tout cas, ça nous semble pas complètement partir dans la bonne direction. Ensuite, des problèmes de forme, heu, c'est-à-dire que nous, on travaille alors j'ai vu des questions tout à l'heure de dire: «Comment est-ce que vous savez tout ça?» et cetera. On sait en fait, il y a une bonne partie des informations qu'on sait puisque d'une part, on est, inscrit dans la liste des logiciels qui vont être évalués, mais aussi parce qu'il y a un comité très régulier qui a lieu. Il y a le comité DPE, le comité audit qui ont lieu avec, un comité restreint qui a pour but de faire de la concertation. Clairement, aujourd'hui, on peut dire que cette concertation, elle est quand même assez grippée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont remontés, par, les personnes qui sont présentes à ce comité et qui sont malheureusement pas, enfin qui sont entendus, mais qui finissent pas, dans les décrets et cetera. Donc, on va dire que le dialogue est pas, non il se passe pas non plus de manière extrêmement souple. Bien que, j'y reviendrai tout à l'heure, on a quand même nous des échanges avec la DHUP, qui prend du temps pour nous répondre et cetera et ça on le salue, le fait qu'il puisse y avoir, des échanges entre, le ministère et des éditeurs. Et puis, problème de forme, c'est que, là on est dans la phase où il y a des micros ajustements. Il faudrait rajouter ça, un peu de ci, un peu de ça. Là, la trame, on en a parlé, elle est pas faite pour un propriétaire occupant. Elle est faite pour une transaction et ça va être fait, le décret est déjà sorti en application, mais la trame, elle est pas encore arrêtée. Donc il y a beaucoup, beaucoup de micros trucs, un petit coup à gauche, à droite et cetera. On va vous rajouter une balise, en enlever et cetera. C'est quand même, en termes de fluidité, très discutable. Et puis évidemment, notre problème principal, du coup, aujourd'hui, c'est un problème de temps. Heu, Comme on vous l'a dit, il y a pas de retour d'expérience réel sur cet audit. Qu'est-ce qui marche pas? Comment les gens le perçoivent et cetera. Pas vraiment de déclenchement de travaux autour de tout ça. Là, on va le faire devenir l'outil central pour porter les aides à la rénovation globale. C'est quand même pas un tout petit sujet, mais on le fait, il y a, voilà, 6 mois de lancement après, dans le cadre de l'obligation sans, à mon avis, un vrai recul pour se dire: «OK, on y va». Et des annonces sans progressivité. Enfin, vous voyez typiquement l'arrêté, il sort le 21 septembre, il s'applique le 1er octobre et il dit, au 1er janvier, tout le monde doit être au pas, quoi. On parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs et dans les groupes de travail, les 2 principaux éditeurs sur la question, de l'audit, incitatif actuel, donc nous, Caprenov qui sommes quand même un acteur important, dans ce milieu et puis notre confrère, Perenou avec son logiciel, BAO, qui disons à la DHUP que c'est trop court. Donc c'est compliqué, d'avoir des dates aussi courtes, aussi bien parce que derrière, il y a aussi des problématiques sur les process de qualification, sur la formation, sur, la mise en application, sur aussi tous les contrôleurs de tous les dossiers et cetera. Enfin et évidemment tous ceux qui font de l'audit, quoi. Donc je ne parlerai pas au nom de Perenou évidemment, mais on a eu quelques petits échanges
et on est du coup, enfin, on voit vraiment, cette espèce de porte ouverte à tous les outils qui font du DPE et de l'audit aujourd'hui, mais les acteurs de l'audit incitatif, se retrouvent quand même avec, une marche à franchir qui est pas évidente. Donc, je connais pas leur calendrier, mais, ce que je sais, c'est que, on est relativement solidaires dans le fait que, on pense que ça va quand même un peu trop vite, quoi, qu'il y a qu'on confond un peu vitesse et précipitation. Hem, pour revenir sur le fond, on pense que l'audit, il risque de se réduire à un document obligatoire pour obtenir des aides et on trouve ça quand même assez dommage et notamment, comme je disais, est-ce qu'il restera, ce qui était quand même notre ambition, hein, de produire des outils comme Caprénov, un outil d'aide à la décision pour les ménages. Là, c'est pour l'instant, complexe, sur ce point-là, de savoir comment est-ce que les ménages vont percevoir, ces prestations sur, des éléments où on ne prend pas en compte, leur niveau de confort, leur facture, enfin leur réalité, en fait. On est vraiment sur un outil comme les DPE pour évaluer les logements, quoi. Donc voilà. Nous, on pense aussi, alors je vais essayer de pas être trop long, mais que la filière, elle risque d'être quand même, assez, j'ai mis chamboulée pour le début de l'année 2024, parce qu'il y a tout ce qu'on vient de vous dire, qui est quand même pas un tout petit changement. Mais il y a aussi d'autres réformes en même temps. L'arrivée de mon accompagnateur rénov, avec quand même pas mal d'interrogations, on verra bien, je ne veux pas être pessimiste, hein, on peut imaginer que tout va bien se passer, mais leur répartition sur le territoire, est-ce qu'ils seront suffisamment nombreux? Est-ce que le prix réel de la prestation, aujourd'hui, c'est, pris en charge jusqu'à 2 000 € TTC, audit compris? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des concurrences entre mon accompagnateur rénov? Quel impact sur le parcours des ménages? C'est quand même, une petite révolution en soi, l'arrivée de mon accompagnateur rénov. La réforme de ma prime rénov, on en a parlé tout à l'heure Alexina, mais on nous parle de piliers performance et cetera, mais les textes, ils sont pas parus et comme d'habitude, ils vont paraître, idéalement en novembre. Donc avec quand même pas mal de choses, notamment, ben, la problématique qui est quand même sous-jacente de se dire: «Est-ce que l'ANA va se remettre à capter les C2E de la rénovation globale?» Donc est-ce que la TH164, enfin, d'une certaine manière, va pas être, en grande partie, gérée par l'ANA et donc il y a tout un tas de questions de la part du monde des C2E sur ça et puis, la refonte du niveau BBC, qui a supposé des dispositifs d'aide de venir comment dirais-je? S'adapter à tout ça. Des aides locales, il y en a beaucoup qui utilisent, c'est quelques centaines, non, Alexina, si je dis pas de bêtises? Qui utilisent la référence, pour Bah, BBC Rénov? nous, on en référence plutôt une cinquantaine Une sur cinquantaine? le OK. territoire national. Mhm. Et puis, la Métropole question de ou l'avenir région souvent. de la méthode de calcul THCEX, qui disparaît, des radars et qui, en tout cas, pour les sujets principaux du déclenchement d'aide et qui pose quand même un petit peu question. Alors nous, on n'est pas sur cette méthode, mais au niveau de la filière, et notamment du bureau d'études, je suppose des bureaux d'études que ça va quand même poser question ou problème dans les pratiques, quoi. Donc voilà, nous, on se retrouve avec une problématique, de cette convergence, mais c'est pas le seul. Donc on s'attend quand même à beaucoup de mouvements, on va dire, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait nous, au milieu de tout ça? Et je terminerai là-dessus, il est 18h02, on va quand même prendre quelques questions. Je m'excuse pour ceux qui doivent partir tout de suite, mais nous, notre posture, elle est de participer là, on va co-signer une lettre ouverte, qu'on va adresser à différents ministres pour alerter sur une situation, parce qu'on pense que quand même, c'est quand même pas très bien parti pour que ce soit fluide, cette histoire de rénovation globale avec toutes ces, réformes en même temps et des délais très, très courts pour les acteurs pour se mettre en place, et puis, nous, aussi effectivement au milieu de tout ça. Un petit souci sur l'ordre. Heu des échanges réguliers avec la DHUP. Alors ça, c'est bien parce qu'on a vraiment la possibilité d'échanger avec eux. Là, on a encore reçu donc que ce soit dans les comités, même s'il y a pas une fluidité de fou, mais au moins, c'est possible d'intervenir et puis dans des échanges plus précis. Donc ça, pour nous, ça nous permet de garder le contact et d'expliquer aussi ce qui se passe, pour faire en sorte que, j'allais dire les risques de désorganisation, soient limités. On s'attend quand même
d'une certaine manière, c'est pas une action, mais s'attendre à quelque chose, mais on se prépare quand même à une situation où il va falloir être, très agile. Potentiellement des blocages sur le déclenchement des aides, des ajustements comme on vient de le voir pendant un peu plus de ci, un peu plus de ça, il va falloir rester très, 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 très proche de ce qui se passe et puis, surtout, garder au niveau, bah, de notre équipe, notre objectif clair de, faire de l'audit, énergétique, réglementaire, de le faire bien, de le faire, de manière structurée. Alors évidemment, pour la première version, il y aura pas tout qui sera parfait. On vise évidemment le fait de vous le livrer le plus vite possible. On se mobilise à fond là-dessus. Donc c'est vraiment notre objectif de temps, on sait que là, c'est, puisque bah, cette période du 1er janvier jusqu'à la fin mars, pour l'instant, on reste sans solution, logicielle, pour pouvoir déclencher, des aides à la rénovation. Bon après, on est encore que mi-octobre, il peut encore se passer des choses d'ici la fin de l'année. On verra aussi comment toute la filière, réagit. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. J'espère que j'ai été clair. J'ai pas trop regardé, le chat et tout ça, Alexina. Je vois 63, questions. Est-ce que toi, Alexina, tu as des éléments, soit pour répondre à des premières questions que tu aurais identifiées, soit des éléments complémentaires à apporter? Euh, alors, il y en a beaucoup. Donc, on a déjà répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas à Euh, voter pour les questions des autres aussi, comme ça va permettre de faire remonter, celles qui ont des votes. Est-ce que ah oui, on avait une question de pourquoi Caprenov n'était pas prêt plus tôt alors qu'il y a d'autres logiciels qui le sont. ouais, Euh, alors, voilà. du coup, en Pourquoi on fait, traîne? C'est je ça. peux revenir là-dessus, hein. Je comprends, la déception et nous aussi, on aimerait être prêts, le plus tôt possible et cetera. Déjà, on vous avait expliqué l'autre fois que, le dispositif faisait qu'il n'y avait pas de logiciel, d'audit qui ne faisait pas de DPE. C'est-à-dire que c'est souvent l'extension de logiciel de DPE, plutôt que l'aménagement de logiciels d'audit qui ont permis de faire de l'audit réglementaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de mécanismes, notamment, bah, là, ce qu'on n'a encore pas attaqué, hein, mais le branchement à l'observatoire, la génération d'un XML formalisé et cetera, qui n'existe pas du tout chez nous et qui existe dans les logiciels, de DPE. Par contre, à l'inverse, il y a des choses qu'on fait très bien dans Caprenov, et qui ne sont pas du tout dans les logiciels de DPE, notamment sur, typiquement, la constitution des scénarios de travaux avec des produits qui existent vraiment sur le marché, le préchiffrage des travaux, la partie aide et cetera et cetera. Donc ça, c'est un peu généralisé parce que si on regarde tous les autres outils confrères qui ne font pas de DPE, ils sont aujourd'hui, à ma connaissance, pas non plus dans la liste. Les logiciels RGE, Eco-Artisan, et cetera et cetera. Donc ça prend du temps, et ensuite, bah, parce que, comme on vous l'a dit aussi, on est un logiciel avec une interface très travaillée. C'est pas juste quand il suffit de rajouter quelque chose, quelques entrées dans un tableur Excel avec 2 petits boutons et des listes déroulantes, on travaille les interfaces. Donc là, on essaie d'aller au plus vite, mais on reste quand même dans l'idée du logiciel. On va pas vous fournir une feuille Excel ou un truc, où on va passer notre temps après en assistance à expliquer que si vous touchez ci, ça fait ça et cetera. Donc vu qu'on a cet ADN, j'allais dire, et ben, rajouter des fonctionnalités, c'est aussi, gérer la rétrocompatibilité. C'est-à-dire que ce qui arrive, des versions d'avant, il faut que ce soit compatible. C'est aussi, gérer, avec tout notre écosystème, notre module radiateur, notre, Caprenov Aide et cetera. Par exemple, l'ajout des menuiseries, ça a quand même, bousculé beaucoup, le module Caprenov Aide. Alors c'est pas forcément, la moitié du temps de travail, mais c'est des éléments qui, dans notre périmètre nécessitent, aussi des tests avancés pour s'assurer que ce qu'on vous fournit, ça fonctionne bien. Donc c'est ce que je peux dire aujourd'hui. On s'est posé évidemment la même question de se dire: «Comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite?» Aujourd'hui, notre réponse, ça a été vraiment de réorganiser l'équipe, renforcer l'équipe, et faire des choix dans les fonctionnalités comme par exemple, l'exemple de véranda. Bah, au début, on avait conçu toute la partie véranda, chauffée et non chauffée. Au final, on s'est dit: «Mais là, c'est pas dans le cas test machin, la véranda chauffée, on fera plus tard».
Donc on fait aussi des arbitrages comme ça, pour coller au minimum de ce qui est requis pour pouvoir passer la barre et puis on imagine que l'année prochaine, on viendra remettre un peu de pédagogie et d'éléments fonctionnels plus avancés. OK, merci. Alexina? Je vais prendre une autre question. Enfin, il y en a Ouais. plusieurs qui vont dans le même sens. Donc oui, effectivement, la trame du rapport d'audit, unique, donc issu de l'audit réglementaire est à uniquement conventionnel. Là, il est indiqué qu'on peut et d'ailleurs, on nous, on le conseille de joindre des éléments, hem, qui prennent en compte le besoin client, qui apportent une analyse économique, toutes les choses qui sont faites actuellement dans l'audit incitatif et ce qui est permis par Caprénov. Donc, on travaille aussi pour que lors de votre parcours de modélisation et de scénario de rénovation dans Caprénov, vous n'ayez pas que le périmètre unique audit réglementaire et sortir toutes les choses qui ne seraient pas du registre conventionnel pour pouvoir générer un rapport annexe qui prenne bien en compte le besoin client, qui présente un bilan économique avec les aides adaptées aux clients. Euh, voilà, donc après, c'est pas, j'ai répondu à certains dans le chat, mais c'est pas des choses qui sont évidentes dans un délai aussi court à produire. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, c'est pas parce que l'audit réglementaire et la trame est imposée et c'est uniquement conventionnel il faut mettre à la poubelle tout ce travail d'accompagnement et de présentation de résultats qui parlent au maître d'ouvrage. OK. Allez, j'en prends une un peu au hasard, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Caprenov conservera-t-il les fonctionnalités non obligatoires mais bien utiles? Calcul des aides, comparatif avec les factures et cetera. Heu, du coup, aujourd'hui, on se pose, la question de comment tout ça va cohabiter. On prévoit de faire 2 parcours différents, un parcours libre comme il fait aujourd'hui et un parcours qui correspond à l'audit. Mais comme on vient de le dire, cet audit, il nous semble un peu sec. Donc comment est-ce qu'on permettra de, faire le lien entre les 2, ces 2 parcours? Ça reste encore, pas complètement, j'allais dire, évident. Notre but étant d'abord, d'obtenir le fait que vous puissiez faire de l'audit réglementaire. Donc on va d'abord, travailler là-dessus et à quel point est-ce qu'on rajoutera des éléments existants qui permettront de faire des annexes, ça peut être une bonne piste. En tout cas, on va pas mettre à la poubelle, ce qu'on a fait depuis tant d'années avec vous, c'est certain. Ce qu'il faudra voir, c'est comment les choses s'assemblent. Il y aura peut-être un peu à bricoler, à composer dans un 1er temps, puis, petit à petit, on va apprendre aussi en même temps que vous, j'ai envie de dire, cette partie. Hem, j'ai vu une question aussi, alors un peu plus technique, plus facile à répondre, qui était sur, je suis, exclusif sur macOS, j'espère que Caprenov fonctionnera toujours. Alors, du coup, on a fait le choix, on l'a expliqué en 2021 de, reporter l'intégralité du moteur pour avoir la main dessus. C'était pour que ce soit compatible sur toutes les plateformes. Là, aujourd'hui, dans ce qu'on vise, il y avait encore des petits doutes sur la génération du rapport, c'est pas encore complètement sûr, mais on travaille en tout cas, vraiment dans ce sens-là, de manière à ce que, enfin, c'est même, là, il y a eu des réunions encore, cette semaine sur le sujet. Il pourra être généré en local et cetera, donc a priori, il y aura pas de blocage, ni sur macOS, ni sur les tablettes. Pour l'instant, ça reste qu'un a priori, on le sécurisera dans les semaines et mois qui viennent et au pire du pire, on le fera progressivement, mais en tout cas, les Mac, et les tablettes font bien partie du périmètre technique, de Caprenov. Dans les questions qui ont pas mal de votes, j'en vois une, Alexina. Est-ce que le RGE sera toujours nécessaire pour les aides financières? Alors oui, pour les aides financières par geste de travaux, ça sera toujours nécessaire. Pour l'audit énergétique, il faut être, pour que l'audit énergétique soit, subventionnable par MaPrimeRénov', il faudra également être référencé sur le site de France Rénov', donc faire partie des auditeurs qualifiés RGE, architectes, bureaux d'études ou diagnostiqueurs maintenant aussi, certifiés. OK. On va regarder s'il y a des questions avec pas mal de votes, si tu en vois d'autres.
Alex. Ben, je regarde, je suis en train de répondre aussi un peu en direct. Alors, s'il y en a une là, avec cette question en haut, savez-vous s'il faut une assurance décennale lorsqu'on réalise des audits énergétiques? Alors, bah, là, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu un peu plus bas. Normalement, c'est pas obligatoire, mais en fait, les assureurs, se couvrent. Là, c'est la question assurantielle, elle est compliquée, notamment depuis l'arrivée de l'audit énergétique réglementaire qui est opposable. J'avoue que je ne suis pas une spécialiste, donc Ok. je vais pas pouvoir répondre plus en avant. Mais peut-être on pourra peut-être travailler cette question dans un article. Mmh. Ça pourrait être intéressant. Allez, une là aussi avec pas mal de votes. Comment feront les organismes valorisant les C2E, BART TH164, avec un audit réglementaire qui ne précise pas le calcul des montants des aides? Ça, c'est une, c'est une bonne question. Alors en fait, les délégataires, il y en a peut-être dans la salle, vont valider les données et donc ils vont regarder le consommation en énergie finale sur 3 usages, la consommation en énergie finale après travaux, la surface habitable et puis, sur C'est eux quelques qui vont faire le paramètres, calcul? ils vont pouvoir valider le calcul puisqu'ils vont avoir accès à toutes les données du XML normalement. Et en tout puisque, les XML seront consultables avec un simple numéro d'audit. Donc c'est aussi, l'avantage, mais par contre, vous, pour présenter une prime, heu, au maître d'ouvrage, bah, il va falloir que vous la calculiez, si vous utilisez pas enfin voilà, s'il n'y a pas, Caprénov pour la calculer de façon automatique, mais Ok. c'est pas si Mais sorcier. effectivement, vu qu'il n'y a pas un calcul de montant de prime et des estimatifs précis, notamment avec les règles de cumul, etc., ça peut être un vrai point qu'on pourra creuser. Euh, alors, j'en prends une avec 5. Alors là, il y a beaucoup de questions. Alors, sur le choix des matériaux, combien de temps mettez-vous pour activer une demande d'ajout de matériaux? Alors, c'est pas complètement dans le thème, mais je vais quand même répondre. L'ajout de matériaux, donc effectivement, vous avez un outil dédié permettant de signaler qu'il vous manque des matériaux. Là, on est dans une posture où c'est vrai qu'on privilégie beaucoup le développement de fonctionnalités, donc on a moins rajouté de matériaux. Je peux pas vous dire le temps qu'on met en général, ça va dépendre de la complexité. Si c'est juste rajouter quelque chose qui rentre bien dans le moteur ou qui est un peu plus, j'allais dire, bizarre du côté du calcul. Typiquement, les plaques hybrides, c'est pas juste on rajoute une plaque hybride, c'est il y a plein de valeurs à rajouter, et cetera. Donc voilà, donc le but, c'est bien qu'on soit à votre écoute pour les rajouter au fil de l'eau. Et là, c'est vrai qu'on a moins rajouté de matériaux dans finalement les 6 derniers mois parce que bah, vous voyez bien qu'il y a une urgence d'un côté, du côté du calendrier audit réglementaire, mais c'est tout à fait important que vous puissiez être au plus près de la réalité, hein. De toute façon, ce qu'on cherche, c'est pas enfin, c'est pas faire en sorte d'avoir un logiciel qui permette juste de cocher les cases, de ce qu'attend le pouvoir législatif, mais que ce soit très utilisable sur le terrain, hein. C'est notre, enfin, c'est vraiment notre démarche, initiale. Question 2, dans les scénarios, nous avons parfois besoin d'isoler un seul pignon, comment faire? Bon, là aussi, on est sur des questions qui n'ont pas complètement à voir avec notre sujet du jour. Il y a un tuto qui explique comment, faire du multi-parois, même si aujourd'hui vous êtes limité par rapport au nombre de murs possibles. C'est, dans certains cas, s'il n'y a pas trop de murs différents, possible de simuler l'isolation d'un seul mur. On sait que le multimur, comme on vient de faire multiparois, c'est la top priorité, de ce qui ressort dans les demandes. Donc une fois qu'on aura fait l'audit énergétique, puisque, cette fonctionnalité n'est pas obligatoire pour faire de l'audit énergétique, et ben, on va planifier ça, très haut dans nos priorités, dans notre roadmap. Je prends la troisième question. Importation de photos ne permettrait-il pas le format paysage et l'incorporer à l'endroit du propos? Alors ça, on va retravailler sur ces parties, photos. On sait que c'est pas très confortable, c'est même pas très confortable du tout aujourd'hui, de devoir les rajouter uniquement à la génération, du rapport, donc faire en sorte de les sauvegarder.
On verra aussi pour que ce soit compatible avec la fonctionnalité cloud, hein, qu'on a ouvert, cette fin du printemps là, donc pour pouvoir sauvegarder en ligne vos simulations. Ça, dans le cadre de l'audit, on va déjà retravailler une partie sur les photos. Alors le format paysage, faudrait que là, comme ça, je peux pas vous répondre, mais je regarderai. 12 photos n'est pas suffisant, il faudrait pouvoir en installer. OK, mais ça, du coup, c'est aussi des choses qui sont assez, spécifiques aux photos. On pourra vous répondre, par ailleurs, mais oui, on a aussi ces remontées, donc voilà. Heu Le plus important, comment faire pour les audits de monopropriété de plusieurs logements et donc plusieurs systèmes de chauffage différents, d'isolants différents? Alexina, je ne sais pas si tu as des, réponses par rapport à ça? Ton micro est coupé. Excusez-moi, j'ai déjà répondu, ouais, sur ce point à une OK. personne. Là, on va couvrir l'audit réglementaire, enfin l'audit unique 2024. C'est notre demande de validation du logiciel portera uniquement sur la maison individuelle. On ne gérera pas la partie, bâtiment collectif, que ça soit en monopropriété, et l'arrêté parle aussi de la copropriété avec, des éclaircissements qui sont à venir aussi. Parce qu'il y a aussi MPR Copro qui est soumis à un audit et qui est aussi, qui fait partie aussi de cet arrêté du 21 septembre, et qui est donc modifié pour s'aligner à l'audit énergétique. Allez, une autre question qui est pour toi aussi, Alexina. En direct comme ça, c'est un peu sportif. J'espère que tu as encore un peu d'énergie. On va essayer de pas perdre trop de monde. On va pas, faire ça non plus pendant une demi heure, mais je vous propose qu'on en prenne encore deux trois. Il y avait à partir du 1er janvier, pour faire un audit, un particulier devra passer par un accompagnateur rénov ou en direct avec un auditeur pour avoir la prime des 500 euros. Alors pour l'audit, ça c'est écoutez, j'attends les textes réglementaires, d'ici, le 31 décembre pour vous répondre précisément sur ce point. OK, Pour l'instant, merci. je peux pas vous donner d'informations. J'en ai dans le haut là, je ne sais pas si c'est les plus, votés, mais en tout cas, date de la réforme du diagnostic thermique, le DPE aujourd'hui, on est nombreux dans les comités à demander à ce qu'il soit, amélioré, on peut dire ça comme ça. Qui puisse, gérer notamment l'équivalent d'un titre 5, pour gérer aussi l'innovation des industriels et cetera et cetera. Pour l'instant, les pouvoirs publics restent, à vouloir déjà aligner, tous les sujets avant de faire potentiellement évoluer, mais ils n'ouvrent pas la porte, en tout cas de ce qu'on a pu avoir comme échange à une telle, réforme, en tout cas modification dans les mois qui viennent. Voilà, j'essaie d'en prendre une. Allez, il y a 7 votes à celle-ci. Alors, ça a pas l'air d'être une question. Un bon audit énergétique se fait sur un logiciel d'étude thermique. Toute la liberté qu'Apprénov est bien, mais limitée quand il s'agit d'une maison standard. Tout à fait, ça c'est un sujet de fond, sur lequel, on avance, d'année en année, pour, faire en sorte que Caprénov puisse gérer des cas de plus en plus complexes. Donc, c'est vrai que quand une maison, et c'est le cas souvent en rénovation, hein, elle présente après, certaines particularités, notamment architecturales, et ben, c'est la limite aussi d'un outil qui se veut rapide à l'utilisation. Donc, c'est vraiment notre positionnement, j'allais dire, et qui évolue dans le temps, avec le fait typiquement là de pouvoir maintenant rentrer spécifiquement la dimension de chaque fenêtre, leur position, leur masque proche et cetera. Tout en restant, une approche simple pour ceux qui sont, dans un cadre de devoir répondre, rapidement dans un cadre d'avant-vente et pas forcément dans le cadre d'un audit énergétique. Voilà, je ne sais pas si, Alexina, tu avais soulevé une ou 2 autres dernières questions, sinon je te propose qu'on s'en arrête là. Il y a Merci, beaucoup de questions, mais c'est voilà. bon, ouais, il y a beaucoup de questions, encore 80 questions ouvertes. On pourrait y passer toute la nuit. Peut-être d'ailleurs, je sais pas, mais peut-être qu'on fera peut-être un webinaire, que de questions-réponses. Ça pourrait être une idée. Autour de ce sujet, parce qu'on sait que vous, professionnels, avez évidemment beaucoup de questions, sur lesquelles aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de communication. Nous, on n'est pas non plus les pouvoirs publics, on est éditeur de Caprénov, donc à un moment donné, nos réponses, elles ont aussi, leurs limites, mais on espère en tout cas vous avoir éclairé sur ce contexte, un peu particulier. On espère que,
et ben, vous allez, j'allais dire, vous avez tous les éléments maintenant pour pouvoir, agir. Garder aussi, toute la confiance que vous nous faites en étant utilisateur et client, qu'on on se bat enfin, que vous avez bien compris qu'on se bat au quotidien pour être au plus près à la fois de la réglementation et de quelque chose de qualité, et voilà, je m'engage pas là aujourd'hui à vous dire quand est-ce qu'on refera une communication sur le sujet, parce que je sais pas vraiment quel sera le bon tempo. En tout cas, on continuera à publier, des articles, à réorganiser si nécessaire, des webinaires. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par écrit. Vu que vous êtes très nombreux, on va pas répondre à tout, dans les 2 jours, mais en tout cas, on est là pour ça aussi, et on vous souhaite, une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre participation, et à une prochaine. Au revoir.